Alors j'allais dire mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais on n'a plus le droit de dire mesdemoiselles. Donc mesdames, messieurs, on va démarrer donc notre conférence. La production d'énergie, outils de renouvellement des générations. On va essayer de voir un peu comment ces nouveaux modèles de production d'énergie peuvent être en lien et permettre aussi le renouvellement des générations, la pérennité des exploitations. Pour ça, voilà, comme d'habitude, j'oublie toujours les prénoms, donc je vais devoir regarder. Cyril, qui nous accompagne. Dis-nous de ce que tu fais dans la vie. Ce que je fais dans la vie, donc je suis de la société Photosol, donc producteur d'énergie, développeur de projets photovoltaïques et surtout agrivoltaïques. Et donc je m'occupe du pôle agricole chez Photosol qui a vocation à accompagner l'ensemble des agriculteurs dans leurs projets agrivoltaïques. Et je dirais aussi de concevoir un peu de nouveaux systèmes agrivoltaïques. Donc on a une partie R&D aussi importante chez Photosol. Ok, merci. Edouard, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Alors nous... Excusez-moi. Alors mets bien le micro juste devant, t'appuies qu'une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ça marche. Ok. Donc on a cofondé Eliantis avec deux collègues il y a un peu plus d'1 an pour faire de la production d'énergie renouvelable et vraiment notre idée c'est pour nous l'agrivoltaïsme est un outil au service de l'agriculture et peut permettre à beaucoup d'exploitations de s'adapter aux nouvelles exigences soit sociétales soit économiques. Très bien. Étienne, toi aussi tu produis photovoltaïque alors? Non, pas du tout. Donc, Étienne, cofondateur de Milpa. Nous, on accompagne les exploitations dans la transition pour une agriculture bio-régénérative, mais par la garantie de revenus, et on va un peu plus loin aussi sur la stratégie d'exploitation pour sécuriser des revenus, donc notamment avec des ateliers d'énergie et des ateliers après de production, globalement, stratégie d'exploitation pour aller optimiser les revenus et les augmenter. Donc tu vas pouvoir nous dire aussi comment dans ces stratégies d'installation, ça peut se complémenter éventuellement avec des installations. Installation, transmission, passation de foncier, etc. Voilà. Bon, moi je vais me présenter aussi. Thierry Baillet, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. Je communique sur les réseaux et YouTube essentiellement depuis une dizaine d'années pour expliquer mon métier. Quoi dire d'autre? Je me suis toujours intéressé à l'énergie aussi. J'ai eu la chance de pouvoir installer panneaux photovoltaïques. Si on veut rentrer un petit peu dans le sujet, j'aime bien rappeler quand on parle d'énergie que les agriculteurs ont toujours été des producteurs d'énergie. Par rapport à ce qu'on peut croire, mais il y a une centaine d'années, si on voulait alimenter les chevaux qui travaillaient dans les fermes, 30% à peu près de la production était destinée à produire de l'énergie qui servait tout simplement à faire fonctionner les fermes. Donc c'est pas une nouveauté. C'est vrai qu'on l'a vu réapparaître aussi depuis, on va dire, une trentaine d'années sous différents modes. On a vu des éoliennes arriver, on a vu du photovoltaïque, de la méthanisation. Donc ça vient complémenter, mais aussi ça peut faire peur de concurrencer la production agricole. On va en parler un petit peu aussi. Pour commencer un petit peu, je vais prendre avec Étienne. Dans un modèle d'installation actuellement, pourquoi on aurait intérêt à pouvoir dire j'ai envie de renforcer ou de permettre l'installation grâce à un projet d'énergie au niveau de l'exploitation? Au niveau de l'énergie, on sait tous que ça apporte des revenus complémentaires et qui peuvent être assez conséquents sur une exploitation, mais aussi bien d'un point de vue propriétaire foncier qu'exploitant. Donc d'un point de vue installation, ça permet aussi de dérisquer une certaine partie des revenus de l'exploitation, donc pouvoir aussi aller un petit peu plus loin dans la prise de risque agricole sur sa production et du coup favoriser l'installation, la rendre plus simple, moins risquée. Ça peut aussi être des leviers pour, on va dire, une garantie bancaire pour de l'endettement et du coup permettre des passations un peu plus simples. D'accord. Alors, Edouard, dis-nous un petit peu comment se passe l'installation d'un projet pour un agriculteur. Qu'est-ce qu'il a à mettre en fond, à disposition? Comment ça se gère en général, ou comment vous faites en particulier, quoi.
Alors, tout simplement, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est lorsque nous, on va voir des exploitants agricoles, et la plupart des développeurs font, c'est qu'il y a une grosse discussion avec l'agriculteur pour savoir ses objectifs à long terme. Dans quel état il se trouve. Est-ce qu'aujourd'hui il veut changer de production, s'il veut céder son exploitation, s'il veut l'agrandir. Déjà, voir dans quelle optique il se situe. Après, dans un deuxième temps, voir si un projet agrivoltaïque. Ouais, faut le coller au menton. Hein. J'arriverai pas. Excusez-moi. Et bénéfique pour l'exploitant et pour son projet. C'est vraiment un des rappels et je pense que la profession l'a vraiment rappelé plusieurs fois. C'est vraiment elle est un outil pour l'agriculteur et pas l'énergie vient en second plan. Donc voilà. Donc la base, c'est partir du projet de l'agriculteur pour être certain qu'il va correspondre aussi à, j'allais dire, une évolution de l'exploitation qui est positive. Oui, tout à fait. Ok. Cyril, dis-nous un petit peu dans ce qui existe comme type de projet actuellement, ceux qui ont déjà été installés ou ceux qui vont l'être. C'est quoi la typologie des exploitations, des surfaces nécessaires voilà, comment ça arrive à bien se caler avec la réalité de l'agriculture, de l'agriculteur? Alors, effectivement, l'agrivoltaïsme, ça a déjà une quinzaine d'années, en fait. Hein. Je dirais en France, dès 2010, il y a eu des entreprises qui se sont intéressées à ce sujet-là, à comment développer des projets photovoltaïques. On n'appelait pas ça encore de l'agrivoltaïsme forcément à l'époque, mais comment développer des projets photovoltaïques avec, sur terre agricole. Et donc, comment on arrivait à créer des synergies entre les deux et à créer de la compatibilité entre les deux. Et du coup, on a depuis, je dirais, une quinzaine d'années, pas mal travaillé sur ces sujets-là, alors que ce soit au niveau des développeurs et puis au niveau de la recherche aussi. INRAE a travaillé sur ce sujet-là. Depuis quelques années, le secteur agricole s'est emparé du sujet. Les chambres d'agriculture, notamment, travaillent aussi sur des modèles et la manière de, je dirais, faire en sorte que ces projets s'intègrent le mieux possible et effectivement servent réellement l'exploitation dans son entièreté. Il y a un chiffre qu'on annonce, qui est annoncé par les différentes filières, qui dit que voilà, un projet agrivoltaïque ne doit pas couvrir plus de 30% de la SAU de l'exploitation agricole. Au-delà, on peut estimer qu'aujourd'hui, il y a une prise de risque sur la production, et parce que c'est un sujet assez nouveau, donc les résultats ne sont pas encore tous exhaustifs, on a besoin d'avoir encore un peu plus de recul. Donc en attendant, effectivement, il y a ce critère de 30% de la SAU. Et après, donc, ça s'est beaucoup développé finalement. Qui s'est adressé à nous pendant ces 15 premières années? C'est alors, des agriculteurs dynamiques qui sont au fait des innovations déjà, donc qui vont s'intéresser à ces sujets-là. Donc on a beaucoup de jeunes qui sentent cette logique de diversification de leur activité. Tous ceux qui sont déjà partis sur la méthanisation, sur d'autres choses, c'est ce profil de jeunes qui viennent nous voir. Et ceux qui étaient notamment le plus en difficulté. Et donc c'est beaucoup les terres d'élevage qui se sont, enfin des agriculteurs qui sont éleveurs, qui se sont adressés à nous. Et c'est vrai que aussi nous, en tant que développeurs, on avait tout intérêt à aller sur ces terrains-là, où je dirais il y avait une synergie assez évidente en termes voilà, avec une activité d'élevage entre l'herbe et une installation photovoltaïque. On voit qu'il y a un effet protecteur et ça s'est vu assez rapidement. On voit que les animaux, voilà, type ovin, c'est pour ça qu'on est parti finalement beaucoup sur cette filière-là au début. Il y a je dirais en termes de taille aussi, une évidence à aller sur ce type de secteur-là. Et donc, voilà, pendant les 15 premières années, finalement, ce sont ces projets-là qui se sont développés majoritairement. Aujourd'hui, évidemment, toutes les filières s'intéressent au sujet. Donc, on est sur aussi d'autres filières d'élevage, le bovin évidemment, mais aussi tout ce qui est parcours de plein air, volailles et autres. Et puis, aujourd'hui, l'arboriculture s'intéresse aussi beaucoup à ce sujet-là, puisqu'il y a des grands sujets par rapport aussi au réchauffement climatique. Il y a et la grande culture aussi, dans les terres, notamment les zones intermédiaires, qui ont des grandes difficultés avec les effets du réchauffement climatique, qui comprennent qu'il y a un intérêt pour aussi maintenir une activité agricole sur ces terres. Je voudrais juste rappeler un chiffre, c'est que tous les ans, il y a quand même 30 000 hectares de terres agricoles qui partent à l'enfrichement, parce que plus de rentabilité sur ces terrains-là.
et qu'on imagine que c'est les terres à plus faible potentiel. Et donc on voit bien qu'il y a quand même un intérêt pour maintenir une activité agricole sur certaines terres. Il a lâché aussi. Donc voilà. Oui, donc ça, quelque part au niveau du cadre, c'est à peu près même plus de 9 exploitations, enfin 9 projets sur 10 sont en rapport avec l'élevage. D'accord. Par contre, ça évolue tout doucement. On voit qu'on a une progression sur d'autres modèles. Qui est-ce qui peut me répondre en disant comment la réglementation a évolué? Parce que bon, voilà, il y a une association qui s'est créée, la FFPA. Il y a des discussions qui ont été faites avec le ministère. Alors ça dure depuis, je ne sais pas, 2-3 ans. Est-ce que le cadre est vraiment bien mis en place maintenant pour dire on sait ce qu'on peut faire comme projet et ce qu'on ne peut pas faire? Ou alors est-ce qu'il y a encore des choses qui sont en progression là-dessus? Qui est-ce qui me répond? On va pas y arriver, voilà. Donc ouais, le cadre effectivement commence à se préciser. Effectivement, ça fait 2-3 ans qu'il y a des grandes réflexions sur le sujet. Il y a eu il y a 2 ans une mission flash au niveau de l'Assemblée nationale pour réfléchir à l'agrivoltaïsme et commencer à dessiner une réglementation là-dessus, parce qu'en fait le secteur agricole et tout le monde demandait à préciser ce qu'était un projet agrivoltaïque. C'est pas si évident que ça finalement de définir ce qu'est un projet agrivoltaïque. Et donc ça y est, on arrive à une définition. Là, on attend. Donc il y a une loi qui a été promulguée le 10 mars dernier. Donc c'est bientôt 1 an. On pourra fêter son anniversaire la semaine prochaine, et qui a défini l'agrivoltaïsme avec un certain nombre de services que doit rendre l'installation photovoltaïque à l'activité agricole. Il y en a 4. De mémoire, c'est amélioration du potentiel agronomique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros maintenir les rendements, voire les améliorer. Lutter, être un outil de lutte contre les effets du réchauffement climatique, donc permettre de lutter contre tous les stress hydriques, thermiques, lumineux. C'est amélioration du bien-être animal, et c'est aussi moyen de lutte contre les aléas climatiques. Donc voilà, on doit rendre au moins l'un de ces services-là, ne pas dégrader les autres. Et puis après, il y a d'autres notions sur la réversibilité, donc le démantèlement obligatoire à la fin, sur le fait de maintenir un revenu agricole durable, significatif, etc., etc. Donc on voit bien que les choses se précisent. Néanmoins, alors donc le décret va sortir, on l'attend incessamment sous peu, d'une semaine à l'autre, qui va préciser tous ces services et un certain nombre de choses. Et après, il restera encore à réfléchir sur l'organisation de la relation entre les agriculteurs, un développeur, le propriétaire et le secteur agricole. Je dirais qu'aujourd'hui, le droit rural ne permet pas de conserver le bail rural sur des parcs agrivoltaïques, puisqu'en fait, nous, on loue un terrain, un développeur, on loue le terrain à un propriétaire à travers un bail amphithéotique, et ce bail amphithéotique ne peut pas le sous-louer, quelque part, on ne peut pas faire de bail rural derrière. Et donc on a affaire à des propriétaires uniquement. Aujourd'hui, nous, on a un contrat, effectivement, un bail amphithéotique avec le propriétaire, et après, on fait ce qu'on appelle un pré-usage, c'est ce qui se fait majoritairement, un pré-usage avec l'agriculteur, mais un pré-usage et un contrat de prestation qui permet de le rémunérer, je dirais, de lui verser un peu de valeur ajoutée aussi du projet. Et du coup, c'est cette valeur ajoutée-là qui aussi permet de pérenniser l'exploitation, et ce dont parlait finalement Étienne au début. Et on voit bien que ce prêt à usage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu plus précaire, en tout cas dans l'esprit, qu'un bail rural, puisque quelque part la durée est moins longue, il n'y a pas tout le droit rural derrière, et donc il y a une réflexion qui est en cours sur demain avoir un bail rural à clause agrivoltaïque, un peu comme un bail rural à clause environnementale. Voilà, et c'est un peu la même idée, et donc ça sécurisera encore plus l'agriculteur, et notamment aussi pour aller chercher des financements auprès des banques, etc. D'accord, donc ça a beaucoup évolué quand même depuis quelques années. Le cadre se fait sentir. C'était une nécessité parce qu'on risquait d'avoir un peu tout et n'importe quoi au niveau des installations. Ça a été une volonté à la fois du monde agricole, parce que certains refusent carrément de dire qu'il faut produire de l'énergie et laisser, j'allais dire, les terres à la culture ou à l'élevage. Voilà, donc c'était important de pouvoir y arriver. Vous aussi, en tant que, j'allais dire, promoteur de ces activités-là, vous aviez besoin de ce cadre pour pouvoir dire au moins on est sécurisé sur les demandes d'installation, sur les projets, parce que ça doit être compliqué quand même de déposer un dossier et d'avoir un retour positif. En fait, il y a toute une période de discussion avec tous les organismes agricoles. Alors, Cyril l'a rappelé au niveau national, mais aussi je voulais rappeler au niveau départemental, régional. Chaque chambre a en fait un peu des cahiers des charges au niveau de l'agrivoltaïsme.
a un peu ses prédispositions en surface, même si c'est pas réglementaire. C'est ultra important pour nous parce que l'objectif, c'est qu'on corresponde aussi aux attentes des chambres d'agriculture. Après, la France est un merveilleux pays pour ça, mais il n'y a pas qu'une seule production agricole, il y en a une multitude. Et je trouve ça important que les chambres d'agriculture, au travers des CDPNAF, valident ces projets. Et nous, en tant que développeurs, c'est important de s'adapter parce qu'on est quand même sur des outils qui vont durer 30 à 50 ans et que ce soit pas fait n'importe comment et que ce soit fait en adéquation par rapport aux attentes du milieu agricole. D'accord, donc besoin, et c'était vraiment une nécessité, et ça commence à devenir, j'allais dire, bien encadré. Voilà. Bon, on va venir vraiment sur notre sujet de renouvellement de génération, parce que voilà, on a remis les bases, j'allais dire, de tout ce qui est installation. Alors, on n'a pas parlé des autres énergies, mais il y a aussi l'éolien ou la méthanisation. Là, voilà, on a plus cadré sur ce sujet-là. Mais dans le cadre d'une installation, comment on peut dire que ça sécurise ou ça facilite les reprises et ça garantisse aussi la pérennité d'une exploitation pour un jeune agriculteur? Déjà, je pense que aussi, enfin, je voulais redire quelque chose, c'est que ces projets agrivoltaïques ou de production d'énergie sur l'exploitation, c'est pas seulement sur une parcelle qu'il faut les intégrer et les encadrer, c'est plus sur une vision globale de l'exploitation et de se dire par ces leviers d'installation, le revenu de la production d'énergie va permettre, ce que je disais tout à l'heure, de dérisquer un petit peu les sujets financiers sur la production agricole, mais aussi des leviers pour venir faire des transmissions avec des agriculteurs sortants qui vont partir à la retraite, qui ont besoin d'un revenu derrière, qui ne peut pas forcément être assumé par l'allocation retraite tout simplement. Et donc généralement, ce qu'on voit dans beaucoup de cas, c'est la vente du foncier qui va permettre de financer cette retraite. Mais du coup, ça demande pour les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs souhaitant s'installer de mettre en place des financements du foncier qui sont assez importants. Là, avec des projets de production d'énergie comme ça, on peut avoir un complément de retraite qui est assez important pour le propriétaire foncier exploitant sortant, mais également pour l'installation, un revenu qui va être en général, si je ne dis pas de bêtises, on est plutôt partagé en 50-50 entre exploitants et propriétaires, pour s'installer et être tout de suite dans une logique de j'ai des finances qui rentrent, mais on peut aussi se dire, bah en fait, je vais stocker ce revenu du photovoltaïque pour pouvoir progressivement racheter le foncier et devenir en plein maître. Mais ça peut être aussi un levier pour se dire, j'ai des revenus courants réguliers, donc je peux m'endetter. Mais de façon beaucoup plus simple que ce que j'ai aujourd'hui. On est sur des prix du foncier qui augmentent chaque année, même si on est les moins chers d'Europe, on est quand même sur des prix qui sont assez conséquents. Donc on a besoin d'avoir des leviers comme ça qui ne peuvent plus que passer par soit le système bancaire, parce qu'à un moment l'endettement est trop fort par rapport à ce que peut produire une exploitation. Enfin, aujourd'hui, s'endetter sur 30, 35 ans, 40 ans, on n'y est plus trop, mais pour du foncier est hyper compliqué quand on veut s'installer en tant que jeune. Et il y a aussi un côté de possibilité de non-retour où si je veux m'installer, c'est pour la vie absolument et pas pour autre chose. Alors, ok, on me dit ça, mais moi je suis agriculteur, j'ai 50 ans, j'ai pas de successeur, je suis dans une zone intermédiaire. Le photovoltaïque, voilà, l'agrivoltaïsme, je vais le mettre dans mes champs et puis je vais garder mes terres jusqu'à ce que je m'en aille un jour. Pourquoi je pourrais pas faire ça? Ça risque de bloquer aussi parfois certaines installations ou la transmission, ça peut arriver ça? Moi, je vois pas trop comment ça peut la bloquer, mais ça peut aussi permettre d'avoir un coup de main sur l'exploitation, parce que forcément un revenu supplémentaire égale de la disponibilité financière supplémentaire pour l'exploitation. Ça peut aussi permettre d'installer un jeune avec toi par exemple, pour venir t'aider et gentiment pouvoir après toi te libérer du temps pour pouvoir prendre ta retraite ou au moins en tout cas avoir un coup de main sur l'exploitation. Est-ce qu'il n'y a pas des règles qui font qu'à un moment donné, quand le projet il n'est pas pour pérenniser ou pour faire la succession, on n'est pas un peu bloqué? Je pense que les dossiers de chambre d'agriculture sont faits pour ça, non, Edouard? En fait, il y a beaucoup de chambres d'agriculture qui mettent leur veto s'il n'y a pas un projet, s'ils se rendent compte que le preneur du projet a 50 ans, ou on va dire même plus fort que ça, on va dire même 55 ans, 60 ans, et qu'on voit que finalement il n'y a pas de projet de reprise ou d'éléments comme ça, ou de vouloir faire un emploi agricole, parce que aussi l'idée c'est de pouvoir pérenniser
l'ensemble de la filière. Et on parle aussi de reprise, mais on parle aussi de pouvoir installer des jeunes, mais aussi de pouvoir avoir des salariés agricoles. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'on est dans une profession, on fait plus de 70 heures par semaine. C'est plus un modèle qui attire les jeunes. Et donc le fait de créer de la valeur au travers de ça, ça permet de baisser le nombre d'heures et de pouvoir embaucher quelqu'un à mi-temps, à plein temps. Donc les chambres ont fait vraiment un veto et demandent souvent sur les baux, enfin les promesses de bail, des remarques qui stipulent que s'il n'y a pas d'activité agricole en dessous, l'agriculteur doit mettre fin à son bail ou la chambre d'agriculture reprend le bail sur cette partie-là. Ah oui, ça peut aller jusqu'à, en termes de surveillance, si jamais le gars laisse en friche en dessous, il peut y avoir une clause qui casse le bail carrément, quoi. Alors c'est un peu fort casser le bail, c'est plus l'argent qui devrait être reversé à l'agriculteur va être reversé à la chambre d'agriculteur directement. D'accord, donc on a chaud à perdre, quoi, quelque part. Et puis après aussi, je pense qu'il faut le voir au-delà du fait que ce soit de l'énergie renouvelable, comme un outil aussi de transition de l'exploitation pour pouvoir, encore une fois, pérenniser les revenus, mais au regard de l'exploitation dans sa globalité, aller chercher des projets qui améliorent la production dans sa qualité environnementale et pouvoir vraiment mettre en place des modèles de transition, peut-être par la transmission également, mais de transition environnementale qui sont, par cette production d'énergie, au global de l'exploitation, beaucoup plus entendable, beaucoup moins risqué et qui peut permettre d'avoir un temps un peu plus long pour aller emmener l'exploitation vers cette transition. Ok, dans les projets qui existent, est-ce que ça peut amener aussi à créer un nouvel atelier? Parce que c'est bien, on a mis des panneaux, voilà. Alors peut-être que passer une moissonneuse-batteuse, c'est peut-être plus compliqué que de mettre des ovins ou des bovins. Est-ce que dans les projets que vous avez mis en place, vous avez vu arriver des nouvelles productions, voilà, tout simplement en élevage, qui se sont développées, qui ont permis aussi d'élargir le panel de l'exploitation qui n'avait pas forcément d'élevage auparavant, quoi? Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste rappeler avant un petit chiffre, c'est que l'agrivoltaïsme, donc le besoin aussi je dirais, de mobilisation des terres agricoles pour produire de l'énergie photovoltaïque. Donc l'agrivoltaïsme, on aura besoin de 100 à 200 000 hectares, je ne sais pas exactement, ça dépendra des technologies, mais 100 à 200 000 hectares en France pour arriver en 2050, à horizon 2050, arriver à décarboner l'ensemble de notre système de production d'énergie. Donc 1% de la surface agricole. Voire 1%, voire même, c'est ça, entre 0,5 et 1%. Et on parle aussi quand même de 200 000 exploitations qui sont à transmettre dans les 10 ans. Donc on voit bien que ça ne représente pas non plus une surface énorme. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne pourra jamais, je dirais, ça va pouvoir s'intégrer dans les exploitations par petites touches. Donc voilà, il faut voir que ça ne va pas bloquer du foncier dans le pire des cas, si ça bloque 150 000 hectares. Je pense qu'il y a d'autres hectares qui sont déjà bloqués et on perd quand même 30 000 hectares par an. Donc voilà, ça laisse aussi quand même songeur et je pense qu'il ne faut pas focaliser sur ce sujet-là. Sinon, la question c'était effectivement... Sur les ateliers de production. Sur les ateliers de production, est-ce que ça permet de la diversification dans les ateliers d'élevage? Ça permet de la diversification. On voit dans les zones intermédiaires notamment beaucoup d'agriculteurs qui se disent voilà, j'arrive plus à produire de céréales, j'ai mes terres qui sont quand même très superficielles. Le système conventionnel actuel avec des engrais, des phytos, ça coûte une fortune et avec les aléas climatiques, je vois que j'arrive pas forcément à rentrer tout le temps dans mes frais. Il y a des années où ça devient négatif, fortement négatif. Et du coup, il y a des réflexions qui sont aussi lancées grâce à ça sur redévelopper un projet d'élevage, un atelier d'élevage pour aller encore plus loin dans l'agroécologie par exemple et être un peu plus indépendant en termes d'amendements et de fertilisants. On voit donc ce genre de profil-là. On voit aussi, j'ai un exemple en tête d'un agriculteur qui en fait se reconvertit, qui est fils d'agriculteur, frère d'agriculteur, qui est parti faire une carrière ailleurs et qui à 40-45 ans se dit en fait j'ai envie de revenir à la terre, entre guillemets, et qui, du coup, ce projet agrivoltaïque va lui permettre de financer une partie des investissements. Là, par exemple, cette personne-là veut faire un atelier fruits rouges. Donc, ça demande des investissements assez lourds en termes d'ombrières, de serres, etc. Et l'agrivoltaïsme, donc un agrivoltaïsme adapté à la production de fruits rouges, va lui permettre de
financer une partie de l'installation. Il y a aussi des leviers, je crois qu'il y a des leviers où il y a des poches dans le développement du projet qui peuvent être aussi sur l'aide à l'ouverture d'un nouvel atelier ou renouvellement du matériel, parce que comme le disait aussi Thierry, la moissonneuse standard ne peut pas forcément passer sous les panneaux. Mais il me semble qu'il y a ça aussi. Alors on peut effectivement après participer à des investissements, ce genre de choses. Moi je suis assez plutôt dans l'idée que l'agriculteur est un entrepreneur, doit rester entrepreneur et on peut l'aider en effectivement lui donner quelques possibilités, mais on ne doit pas non plus tout financer parce que je trouve que c'est aussi le désengager de son rôle et de son but premier. Et donc je trouve ça intéressant qu'il y ait aussi un équilibre dans les rôles et donc un équilibre aussi dans cet apport financier qu'on pourrait apporter, effectivement qu'on pourrait aider. Voilà. Donc, ouais, juste pour compléter ce que disait Cyril, il y a aussi l'effet de rente qu'on essaye d'éviter au maximum en tant que développeur, c'est-à-dire l'effet où j'ai mon revenu du panneau photovoltaïque et je travaille plus en dessous. Donc je rejoins sur Cyril, voilà, on peut avoir des éléments complémentaires à apporter financiers, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir construire le projet agricole et l'exploitation agricole sur les 20 à 30 années. Ok. Une petite question. Est-ce que un jeune qui s'installe a forcément besoin de fonds ou est-ce qu'il peut prendre part aussi au financement du projet en disant « Tiens, moi j'ai envie de mettre un petit peu de billes dans ce projet-là, participer ». Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est possible ou pas? Aujourd'hui, on le voit, ça se développe de plus en plus. On a des foncières qui accompagnent des jeunes qui souhaitent s'installer pour le financement justement du foncier. Mais derrière, on a l'énergie qui peut nous permettre ensuite, dans un temps un peu plus long, venir récupérer ce foncier, le financer autrement, mais avoir au moment du financement, parce qu'on arrive à un instant T, il faut que ce soit fait, une foncière qui va venir accompagner cette installation-là, et puis derrière, l'énergie qui va permettre de racheter ça et de s'investir un petit peu plus sur un projet global de l'exploitation au global. D'accord. Et la garantie qu'offre, j'allais dire, des revenus réguliers grâce à une installation comme ça, c'est aussi une caution au niveau de la banque pour dire demain je développe un atelier qui est conséquent, j'en sais rien, qui va me nécessiter 100 000, 200 000 euros. Est-ce que ça facilite aussi forcément la relation avec... on est chez un banquier par exemple, voilà, pour aller lui dire tiens j'ai besoin de fonds, est-ce que c'est une bonne caution quoi? Je pense que oui, je pense qu'il y a un sujet garantie de revenus annuels, il y a un sujet, je pense aussi, valorisation du projet dans son ensemble qui va permettre de mettre une certaine caution bancaire et donc forcément d'avoir des leviers d'endettement qui sont un peu plus élevés et du coup des garanties aussi de paiement qui sont un peu plus élevées pour les banques. Et ça, je m'adresserai aux banquiers pour savoir. Est-ce que justement, vous qui êtes là, est-ce que vous avez une question par rapport à ces dossiers-là, ces installations? Est-ce que vous voulez réagir? Non? A priori non. Bon. Merci. Non, je voulais que vous reprécisiez, quand vous dites ça va jouer sur la fertilité des sols, sur les rendements, les différents services que ça va apporter. J'ai pas trop compris, notamment par rapport au changement climatique. Ok, ouais. Alors, voilà. Ok, très bien. Alors il faudra attendre la publication définitive des décrets, enfin donc la version définitive, mais aujourd'hui les décrets, je pense que ça ne bougera pas pour le coup. Mais qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent 4 services. Donc le premier, c'est le plus complexe à comprendre parce que je le trouve particulier, mais en tout cas il est écrit de cette manière, c'est amélioration du potentiel agronomique. Et donc ça a été traduit dans les décrets par, je dirais, amélioration du rendement ou un minima maintien. Voilà. C'est ça, hein, on est d'accord. Ça, c'est le plus complexe à comprendre parce qu'on a du mal à voir comment une installation agrivoltaïque va améliorer le potentiel agronomique d'un sol, mais c'est la manière dont le législateur l'a traduit. Si voilà. je peux me permettre de réagir là-dessus, Vas-y. c'est encore une fois, je reviens dessus, mais quand on pense à l'ensemble de l'exploitation, on intègre un projet PV, ça peut aussi être un moyen d'aller chercher sur les autres surfaces un moyen d'améliorer l'agronomie, d'améliorer la fertilité des sols, etc.
qui nécessite des investissements, qui nécessite du temps pour Tout à fait. remettre tout ça d'aplomb. Tout à fait. Je Alors, pense que c'est là-dessus où on peut aller. le législateur a eu le service, il le conçoit au niveau de la parcelle et pas au niveau de l'exploitation. Donc, ce que tu viens de dire est tout à fait juste, mais c'est pas prévu par le législateur. Et je trouve ça, effectivement, on trouve ça dommageable. Mais ça a de la justesse de le mettre sur l'ensemble de l'exploitation. Ça aurait été plus juste, on est d'accord. Et donc ça, c'est le premier service. Le deuxième, c'est lutte contre les effets du réchauffement climatique. Et il y a trois effets. C'est le stress. Alors, je ne crois pas qu'il parle de stress, mais en tout cas, le stress hydrique. Donc, en fait, l'effet d'ombrage va permettre de limiter l'évapotranspiration et l'évaporation tout court du sol. Et donc, on maintient une certaine humidité dans le sol, et ça, c'est vérifié. Donc, ça se rapporte à ça. C'est le stress thermique, quand vous avez effectivement au cœur de l'été la lumière qui vient griller les feuilles, les fruits, ou même créer des brûlures sur les animaux, on parle de ça. Et le stress lumineux, je connais moins ce sujet-là, mais on peut imaginer... voilà, bon, je vous laisserai imaginer. Ouais. Puis on a Vous m'excuserez. On a aussi des zones en France du sud, quand on remonte un petit peu, qui commencent à devenir de plus en plus arides, etc. Et là, oui, l'ombrage peut permettre certaines choses aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est lié à l'effet d'ombrage, principalement. Voilà. Après, il y a le lutte contre les effets, contre les aléas climatiques. Pardon, je vais y arriver. Donc gel, sécheresse, etc. Donc effectivement, il y a une forme de barrière physique liée aux panneaux qui permet de lutter contre de la grêle, ce genre de choses. Et puis le dernier service, c'est un service qui est lié à l'élevage, et c'est le bien-être animal. Et donc on doit améliorer le bien-être animal. Il faut fournir des lunettes de soleil aux animaux. Là, on n'en a pas besoin étant donné qu'on a des panneaux qui courent. On n'a pas besoin de D'accord, donc on facilite la vie de nos chers moutons, brebis ou... Mais ce qui se vérifie, pour donner un exemple, on a une étude avec la Chambre d'agriculture de la Nièvre sur notre parc agrivoltaïque de Verneuil dans la Nièvre. Et on a fait une mesure sur des agneaux pendant 3 ans. Donc on a comparé à un lot témoin du même élevage. Et on s'est rendu compte que les agneaux élevés sur le parc entre l'agnelage et le sevrage, c'est à peu près 4 mois environ, grossissaient mieux. Et au final, se retrouvaient avec 3 à 5 kilos de plus avant sevrage que les agneaux sur une parcelle témoin. Et on s'aperçoit aussi sur ces 3 années que le gain moyen quotidien de ces agneaux est finalement stable sur ces 3 années-là, alors qu'on avait des années très différentes, 2021, 22, 23, année très pluvieuse 2021, année 2023, l'été dernier, très grande sécheresse. Et en fait, on a 200 grammes par jour de gain moyen quotidien sur ces agneaux-là chaque année. Donc on a une vraie stabilité aussi dans cette croissance des agneaux. Donc on voit bien aussi les synergies. Ça illustre la synergie amélioration du bien-être animal. On voit bien que c'est aussi, on reparle de renouvellement des générations, mais on imagine bien que en fait, nos systèmes actuels, on voit bien, ils sont mis à mal, donc on va devoir en trouver de nouveaux. On va devoir trouver des nouveaux outils pour lutter contre ces effets du réchauffement climatique qui vont se faire de plus en plus importants. Et l'agrivoltaïsme est un des moyens. J'espère que ce ne sera pas le seul, évidemment, et ce ne sera pas le seul, mais c'est un des moyens d'y parvenir. Voilà, il y a un petit dernier sujet, parce que quand on parle d'agrivoltaïsme, on peut parler, comme pour toutes les énergies, d'acceptabilité, quoi. Vous êtes bien gentil avec vos panneaux, mais franchement, c'est pas très joli dans la plaine, quoi. Tout au moins, c'est le regard que peut porter une partie de la population. Comment on fait accepter ça aux voisins ? Comment on lui explique que ça a un intérêt pour l'agriculteur ? Et comment on tombe pas non plus dans des travers. Bon, j'imagine qu'il y a des réglementations en fonction des lieux. Si c'est, je sais que moi, dans mon secteur, en tout cas, on a les terris, on a des monuments de la guerre. On va pas voir des panneaux arriver à ce moment-là parce que c'est classé, quoi. Il y a des contraintes qui sont quand même importantes, j'imagine aussi, des autorisations. Alors, pour rappel, on est soumis à une étude paysagère. Donc, le législateur vérifie de la bonne intégration du projet au niveau du paysage local. Et il faut aussi rappeler qu'à travers les siècles, l'agriculteur était le modeleur de ce paysage. Si on n'a plus personne dans nos élèves, si on n'a plus d'éleveurs, on n'aura plus de prairies, on va se retrouver avec de la forêt. Voilà, donc tous les éleveurs, les agriculteurs modèlent aujourd'hui le paysage. Donc
j'ai envie de dire quelque part, si 15 ou 20 hectares de panneaux permettent de maintenir 200 hectares de prairies, finalement on maintient le paysage. En plus de maintenir l'agriculteur. En plus de maintenir l'agriculteur. Et il y a aussi toute une phase de dialogue qui est hyper importante. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup d'ateliers avec les personnes de la commune ou des communes aux alentours pour leur expliquer notre démarche et aussi pour expliquer que derrière, c'est pour aider un des administrés, pour maintenir une exploitation agricole. Voilà, donc dès qu'il y a le but qui est expliqué, faut être transparent avec les gens. C'était un des défauts du monde agricole il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Aujourd'hui, on est très transparent et finalement, on voit avec les derniers mouvements que la population l'accepte très bien. Donc, soyons transparents, nous, en tant que développeurs, en tant que producteurs d'énergie, et je pense que tout ira bien. Oui, les Français nous adorent, ne comprennent pas forcément nos pratiques, mais quand on les accueille chez nous, quand on leur explique, ils sont amenés à le faire. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur danslesbottes.fr. Petit appel à l'action, voilà, j'ai passé mon message. Bon, très intéressant. Vous avez encore un petit mot à dire ou peut-être une question de la foule en liesse? Non, pas tout à fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le revenu des agriculteurs sur les panneaux, c'est au travers d'un loyer? Ou bien cette combinaison de loyer et une partie sur la production des kilowatts faits? Ok. Alors le loyer, c'est pour le foncier, Ouais. et donc c'est au propriétaire. Le propriétaire peut être l'exploitant, mais pas forcément, donc c'est pas lié. En tout cas, c'est pas exactement la même société. Donc non, c'est pas à travers un loyer, c'est plus à travers aujourd'hui, c'est à travers un contrat qu'on a. Enfin, nous, on appelle ça contrat de prestation, où en fait, on va le rémunérer pour les services qu'il va nous rendre à nous en tant que développeurs. Si vous voulez, sur les autres types d'installations photovoltaïques, il y a toujours une part de charge liée à l'entretien du paysage, entre guillemets, donc les haies, le couvert végétal. Et donc, naturellement, cette charge-là, enfin ce coût-là, finalement, on le paye aujourd'hui, on s'en sert en fait, pour rémunérer l'agriculteur. Enfin, vu que c'est lui qui est maintenant responsable finalement du couvert végétal, on le rémunère, si vous voulez, pour ça. Voilà, donc c'est aussi une manière de partager la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va au-delà, et c'est ce que nous demande le secteur agricole. Les chambres d'agriculture aussi réfléchissent à quel doit être le revenu de l'agriculteur sur ces installations agrivoltaïques. Et donc, on parle de 1 000 € par hectare, etc. Certaines chambres annoncent ça. Et donc, en fait, c'est aussi un moyen de redistribuer de la valeur ajoutée du projet. Au-delà même de... Mais jamais au travers de la production d'électricité Alors, les modèles aujourd'hui, non. Alors, il peut y avoir des prises de participation dans la société qui va gérer l'installation agrivoltaïque, s'il a envie, mais il faut un certain nombre de moyens aussi. On fait du financement participatif, donc, qui est destiné aux locaux, aux citoyens du département en général. Donc, il peut aussi, lui, s'inscrire dans cette logique-là. Après, il y a une certaine indexation quand même sur la production électrique en elle-même, ou je pense que c'est là où... en fait, il y a une indexation, effectivement, de ces loyers. Enfin, c'est pas des loyers, pardon, c'est cette rémunération. Nous, si vous voulez, en tant que développeur, on vend notre électricité. En fait, on a un prix garanti avec la Creux, qui est lui aussi revalorisé, et donc c'est cette même revalorisation qu'on va appliquer, quoi. Et est-ce qu'il peut faire l'autoconsommation à partir de sa production, de la production qui est sur ces terrains? Alors, l'autoconsommation, c'est un sujet plus complexe que je ne maîtrise pas entièrement, mais pour être très clair, nous, les installations donc, agrivoltaïques de type 10, 20, 30 hectares, elles ont vocation à aller alimenter le réseau et donc d'aller, je dirais, alimenter des usines, des citoyens, enfin des habitants qui ne sont pas forcément sur le site. Donc nous, on est vraiment dans un système de production massive d'électricité. L'autoconsommation, c'est plutôt des petites installations. Donc ça peut se faire, mais plutôt sur de la toiture. Et ça, on le fait, nous, aussi sur de la toiture, en autoconsommation pour l'agriculteur, pour des industriels. Voilà, c'est plus dans cette logique-là. Ça nécessiterait aussi peut-être un peu le déploiement. En tout cas, on attend la technologie qui avance, mais sur le stockage. Et alors après, alors le stockage, c'est encore un autre sujet, effectivement, que je maîtrise encore moins. Non, mais pour plein d'autres conférences, alors. Mais voilà, on fera une autre conférence et je ferai venir quelqu'un d'autre. Bon, et en agriculture, on n'a pas les assez grosses ampoules pour consommer tout ce qu'ils produisent. Donc voilà, ça serait un peu compliqué. Un petit mot, il n'y a plus de questions. Hop. Pour avoir les tracteurs électriques.
Tracteur électrique, oui, on en voit qui arrive. Bon, après, il faut avoir la puissance, mais oui, pourquoi pas. Il faut voir le poids. Il faut voir le poids aussi. Donc voilà, ça peut aider, donc la production d'énergie peut aider aussi au renouvellement des générations. On vient de le voir. Un petit dernier mot ? Merci Thierry. Merci Thierry. Bref. Édouard. Non, mais il faut le rappeler que c'est quand même un outil au service de l'agriculteur et du renouvellement des générations. Il faut vraiment le voir comme un outil aujourd'hui, quoi. Ok. Cyril ? Je voulais dire la même chose. Je pense qu'il y a encore peut-être une vision un peu négative par certaines personnes de ces projets-là, qui effectivement peuvent être vus comme un peu invasifs dans un paysage, etc. Il faut vraiment voir comme une opportunité pour le secteur agricole. Il faut que ça soit bien fait, bien organisé. Les syndicats y travaillent, que ce soit du côté agricole ou du côté aussi producteur d'énergie. Et donc tout ça est en train de se structurer, mais il faut vraiment le voir comme une opportunité et comme une chance. Ouais. Ok, voir comme une opportunité, une chance pour le renouvellement des générations. Ouais, renouvellement des générations, transition et avoir, moi je dois juste insister sur avoir au global de l'exploitation. Ok, donc c'est un ensemble et un outil aussi supplémentaire pour renouveler nos générations. Merci à nos invités. Merci à vous. Oui, vous pouvez vous applaudir, vous avez été très sages aussi. Voilà. Et vous nous avez bien répondu à nos questions. Merci. Merci Thierry.